L'être humain n'est pas un mammifère comme les autres. Grâce au langage, il coopère et il se hisse au-dessus de la biomasse. La francophonie est d'ailleurs bien placée pour le savoir. La langue est un formidable facteur d'intégration, mais c'est aussi une arme de domination. L'accent, par exemple, le vocabulaire, la prononciation peuvent discriminer. C'est ce que les linguistes appellent la glottophobie. Bonsoir Philippe Blanchet, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur donc de ce livre intitulé « Discrimination, combattre la glottophobie ». Vous êtes professeur. Alors, glottophobie, c'est un mot bizarre, comme ça, quand on ne l'a jamais entendu, qui nous interpelle. Qu'est-ce que c'est au juste et d'où vient ce mot ? Alors l'idée, c'est de signifier par ce mot le fait que des personnes sont discriminées, sont jugées, humiliées, perdent de l'estime de soi, parce que on n'accepte pas la façon dont elles parlent ou la langue dont elles parlent. Et j'ai inventé le mot parce que d'abord je voulais qu'on insiste sur le fait que c'est les personnes et pas les langues qu'on discrimine, qu'il n'y a pas de langue sans les personnes qui s'en servent, et sur le modèle de xénophobie ou homophobie, enfin de ce genre de terminologie. Et d'ailleurs ça vient aussi de glottologie, qui est bien entendu l'étude de la langue, la glotte étant une partie du larynx qui permet la phonation. En quoi y a-t-il au juste des discriminations linguistiques concrètement ? Il y a énormément d'exemples, enfin dans le livre j'en donne un certain nombre, mais j'en ai récolté vraiment beaucoup. On discrimine les gens globalement de deux façons. La première, c'est en instaurant le fait que certaines langues sont acceptées dans certaines situations et que d'autres sont refusées. Et donc que les gens, pour avoir accès par exemple à des droits, à des ressources, à des moyens, à de la promotion sociale, doivent adopter une autre langue que la leur. Et puis on discrimine aussi les gens sur la façon dont ils parlent une langue et sur le fait qu'on leur assigne des identités, souvent des identités négatives, péjoratives, des stéréotypes, et de la même façon que du coup on les empêche d'accéder à un certain nombre de moyens de vie sociale, de vie culturelle, à cause de la façon dont ils parlent. Alors donnez-nous quelques exemples, par exemple, je ne sais pas si on prend le vocabulaire, un champ lexical, un accent, une prononciation, ça peut être quoi ? Parfois des journalistes, disons-le à Paris, se plaignent lorsqu'ils sont originaires du sud de la France d'être discriminés lorsqu'ils montent travailler à Paris, comme on dit. Est-ce que vous avez d'autres exemples et dans quel domaine ? Alors des exemples de journalistes, il y en a effectivement énormément de journalistes à qui on a dit que de toute façon, tant qu'ils n'auront pas un français standardisé, aseptisé, il n'est pas question qu'ils fassent autre chose que la météo ou à la rigueur commenter les matchs de rugby, mais pas de parler des choses sérieuses. Mais c'est pas crédible, dit-on parfois. Voilà, c'est ça, ce qui est évidemment absurde, c'est pas la façon dont les gens disent les choses qui a de l'importance dans ce cas-là. Et puis on retrouve ça beaucoup dans les métiers de parole. Alors moi j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont voulu être enseignants, notamment de français, mais pas seulement, et qui, y compris au moment même de passer les concours devant le jury, se sont fait renvoyer dans les cordes, le jury leur disant mais avec l'accent que vous avez, il n'est pas question que vous enseigniez le français aux enfants. Et puis on trouve ce genre de discrimination aussi vis-à-vis de demandeurs d'emploi, de gens qui cherchent un logement. Enfin, je donne pas mal d'exemples, je crois, dans le livre, parce que on projette le fait que selon comment une personne parle, elle aurait une certaine identité sociale, éventuellement même on projette le fait qu'elle aurait ou qu'elle n'aurait pas des moyens intellectuels, et du coup on discrimine les gens en fonction de stéréotypes, de préjugés qui finalement n'ont pas de sens. Alors page 132, vous donnez un exemple, par exemple on est dans une école, il y a un élève qui vient d'arriver d'un pays étranger, le professeur d'école lui demande comment tu t'appelles, et le petit nouvellement arrivé, comme vous écrivez, dit Ahmed, il prononce bien le H, aspiré. Le professeur lui répond, en France, on ne prononce pas le H, tu t'appelles Ahmed, répète ton nom Ahmed. L'enfant pleure, et vous dites cet échange montre la violence symbolique dont peut être chargé un comportement glottophobe. Oui, c'est terrible, parce que là, avec la prononciation du prénom de cet enfant qui vient d'arriver, on lui refuse non seulement de dire son nom dans sa langue ou dans celle qu'il parle déjà, mais on le nie lui-même, puisque c'est même son prénom qu'il est obligé de transformer. Et comme je dis dans le livre, on le fait à un enfant qui a un prénom arabo-musulman. S'il avait un prénom anglais et qui s'appelait John, on lui dirait pas il faut dire John, et s'il s'appelait Brian, on lui dirait pas il faut dire brillant. Donc on voit bien que c'est de la discrimination parce qu'on n'applique pas la même chose à tout le monde. Alors l'école donc, mais pas seulement, dans quel autre secteur ? Vous avez parlé de l'emploi tout à l'heure, est-ce qu'il y a des populations qui sont susceptibles d'être plus vulnérables à ce genre de discrimination ? Oui, parce qu'il y a une corrélation entre les façons de parler, les langues qu'on discrimine, et puis la situation sociale des personnes. La plupart du temps, il y a une espèce de cercle vicieux qui fait que c'est les personnes qui sont marginalisées dans la société, qui sont en gros en bas de l'échelle du prestige social et éventuellement aussi de la vie socio-économique, dont on discrimine la façon de parler. Donc c'est les parlers populaires, c'est l'accent des banlieues, c'est les langues des immigrés, c'est les langues
rurales, régionales, etc. Et donc il y a une concomitance de la discrimination qui fait que il faut pas nier le fait que derrière il y a aussi une discrimination sociale. Ouais. Alors, l'école, on a vu, et d'autres secteurs, les principales victimes, on les a vues. Mais pourquoi c'est ignoré? C'est au fond la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que c'est ignoré, par exemple, du champ politique? Alors, des universitaires, non, puisque vous écrivez un livre là-dessus. Mais pourquoi c'est comme ça, un tabou presque? Alors, c'est particulièrement un tabou en France, hein, parce que, comme je le dis au début de l'ouvrage, ce qui est frappant, c'est que la plupart des grands textes internationaux de protection des droits de l'homme et de lutte contre les discriminations interdisent les discriminations linguistiques explicitement et disent qu'on a accès à tous ces droits, quelle que soit la langue dans laquelle on parle et comment on la parle. Mais en France notamment, c'est pas le seul pays, mais c'est un cas quand même exemplaire, puis c'est celui que je connais le moins mal, on va dire. C'est parce qu'il y a une idéologie linguistique qui est l'idéologie de l'homogénéité nationale. Tout le monde doit parler la même langue et de la même façon. Et on a fait en sorte, au cours, on va dire en gros des 2 siècles précédents, d'inculquer ça aux gens de telle sorte que tout le monde y croit. Et du coup, on pense vraiment que c'est légitime de reprocher à quelqu'un d'être hors norme d'une certaine façon, hein, de sortir de la case. Et quoi, du coup, de menacer ce mythe de l'homogénéité qui, dans les faits, n'existe pas parce que la diversité linguistique, on ne peut pas l'empêcher. Alors, on a tendance à l'oublier, mais la langue, c'est un instrument de domination. Et d'ailleurs, en prélude, vous citez Boltanski et Bourdieu. Le pouvoir sur la langue est une des dimensions les plus importantes du pouvoir. Et oui, parce que d'abord la vie sociale est aussi, surtout et beaucoup un système de relations et d'échanges. Et puis parce que la démocratie, c'est une histoire de débat, c'est une histoire de prise de parole publique. Et en discriminant des gens et en les excluant de la parole publique et du débat démocratique à cause de la façon dont ils parlent, on prend le pouvoir pour soi et contre eux. Alors, vous proposez bien entendu dans ce livre, ce n'est pas un pamphlet, il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui discriminent justement cela, parce qu'au fond, on le fait peut-être tous sans le savoir, hein, qui n'a peut-être pas déjà ri parce qu'un tel avait un accent, un cheveu sur la langue, ou en tous les cas, un accent qui dénotait. Concrètement, que faire alors pour lutter contre ce genre de discrimination? Alors, c'est un vaste chantier, parce que, comme vous le dites à l'instant, il y a beaucoup de travail. Donc, le dernier chapitre de l'ouvrage est consacré à ça. D'abord, je crois qu'il y a la nécessité d'une prise de conscience, hein, que c'est de la discrimination comme d'autres discriminations. Donc, si on le voit, peut-être qu'on y sera plus attentif. À l'échelle de chacun, je dis, il faut commencer par un travail personnel. Si chacun essaye de ne pas discriminer, de pas empêcher les gens de parler à leur façon, de pas rire, de pas avoir des commentaires négatifs ou péjoratifs sur les langues que parlent les uns et les autres, de tout reconnaître comme étant des langues dignes, au lieu de dire que les Africains parlent des dialectes et les paysans des patois. Si chacun le fait, on va semer toutes sortes de petites graines. Puis bon, je sais pas si ce livre y arrivera, mais je crois que si on s'y met à plusieurs, peut-être qu'un jour, par exemple, dans la loi française qui prohibe les discriminations, on pourra rajouter, elle a déjà été modifiée 2 fois, une 3e fois, les discriminations linguistiques. Et du coup, on pourra attirer l'attention des gens, y compris par la voie de on pourrait dire du consensus social, hein, sur le fait que ça non plus, c'est pas admissible. Est-ce que votre livre a bonne presse, hein, plutôt disons-le, Philippe Blanchet, de très bonnes critiques. Est-ce qu'il a un accueil favorable dans le milieu politique? Est-ce que vous avez des échos? Pour l'instant, j'ai pas d'écho du milieu politique. Non, effectivement, j'ai pas mal d'échos dans la presse et puis de mes collègues et de beaucoup de lecteurs. Il y a pas mal d'émissions où beaucoup d'auditeurs ou de téléspectateurs ont été invités à témoigner. Ils témoignent. C'est ça aussi. Voilà. Il faudrait qu'ils puissent témoigner pour que cela change aussi. Et donc, on a un projet de faire un recueil de témoignages pour qu'il y ait davantage la parole donnée aux gens qui en sont victimes. Bon, pour l'instant, la ministre de la Justice m'a pas encore téléphoné pour me demander comment modifier la loi. Mais j'espère que ça viendra. Pour autant, peut-être que certaines téléspectatrices et téléspectateurs nous regardent, trouvent peut-être que c'est un peu dur parce que beaucoup font l'effort aussi d'aider, par exemple, dans des associations, des bénévoles, pour aider, par exemple, les migrants qui arrivent, les réfugiés, à prendre des cours. Ça aussi, c'est peut-être une bonne base, justement, pour... Oui, c'est une bonne base, à condition, par exemple, c'est un excellent exemple, qu'on ne dise pas aux gens, vous êtes ici, il faut apprendre le français et abandonner vos langues, parce que ça, c'est de la discrimination. C'est vous êtes ici, vous avez des langues, c'est les vôtres, et vous avez tout à fait raison de les parler. On va y ajouter du français parce que ça va vous rendre service. Donc, il y a effectivement plein d'initiatives qui sont possibles. Après, c'est l'esprit dans lequel on fait. Est-ce qu'on accueille la diversité des langues, ou est-ce qu'en ajoutant une langue, on en retranche une autre, ce qui finalement n'est pas un enrichissement dans ce cas-là. Est-ce que ça passe, par exemple, aussi en France, par la reconnaissance des langues régionales? On sait que la France
était plutôt en retard par rapport aux directives européennes. Oui, et pas qu'européenne, par rapport à l'ensemble, enfin la plupart des pays du monde et la plupart des grands textes, encore une fois, de protection des droits linguistiques. Oui, ça passe par là aussi. Il n'y a aucune raison qu'on interdise à quelqu'un d'utiliser sa langue, y compris sa langue première, et qu'on l'oblige à passer par la langue de quelqu'un d'autre pour avoir accès, par exemple, à des droits administratifs, des ressources, des services, etc. Merci beaucoup Philippe Blanchet d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Discrimination, combattre la glottophobie, je ne l'ai pas encore dit, c'est aux éditions Textuelles, collection Petite Encyclopédie Critique. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.